Est-ce que la formation universitaire à ce jour correspond au métier que veulent les jeunes? Oui, au métier qui existe actuellement. On va en parler, oui, avec Prisca Maniala, leader de jeunes. On rappelle justement qu'elle a aussi été candidate à la présidence du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci. La grande question, pourquoi vous avez désisté? Eh bien, comme le dit, c'était écrit depuis mon compte Twitter, il s'agissait des irrégularités remarquées sur terrain. Je crois que non. Il y a lieu de toujours postuler dans des élections qui soient crédibles et transparentes. Et je crois qu'en tant que jeunes qui sommes conscients du Congo que nous voulons, de ce qu'il faut donner en termes de valeurs, de référence aux générations futures, il y a lieu de ne pas s'associer à tout ce qui peut compromettre, en tout cas, notre crédibilité. On revient également sur la thématique d'aujourd'hui. C'est vrai, on parle du travail. Oui, il y a des jeunes, il y a des universités, il y a des collations de grades à chaque année. Mais est-ce que l'université aujourd'hui correspond à la réalité du travail sur terrain? Eh bien, malheureusement, c'est une réalité à laquelle nous faisons face. L'université aujourd'hui est devenue, je pense, la plus grande usine, désolée de le dire comme ça, productrice de chômeurs en RDC, parce que vous vous rendrez compte déjà que le marché de l'emploi n'arrive pas à absorber la production des diplômés et encore le taux d'absorption, quoique faible, pour celui-ci va devoir nous donner un défi lié à la qualité de ceux qui sont absorbés par le marché de l'emploi. Et lorsqu'on y va encore avec les chiffres et les statistiques, c'est très grave. Justement, aujourd'hui, on sent plus que même les jeunes, même les universitaires, oui, pour avoir fini avec le droit, pour avoir fini avec autre chose, ils sont carrément, je dirais, opposés à ce qu'ils font sur terrain. Les gens sont maintenant, les jeunes sont plus dans l'entrepreneuriat. Ils sont plus dans, oui, quand on dit entrepreneuriat, on voit commerce, les petits commerces et autres. Est-ce que c'est le modèle actuel qu'il faudrait adapter justement dans le secteur de l'enseignement universitaire? Eh bien, sur ce point-là, vous allez vous rendre compte que nous faisons face à ce que l'on appelle le mismatch formation-emploi. C'est dire qu'il y a un décalage entre la formation que les jeunes, les étudiants reçoivent à l'université et la demande sur le marché de l'emploi et aussi cette effectivité. Vous allez découvrir avec moi qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par la BAD qui renseigne que seulement 35 étudiants sur 1000 se retrouvent dans dans un travail ou un emploi qui correspond à leur formation initiale. 35 sur 1000, soit 3% seulement. Et pour le reste, ils sont obligés de recourir soit à l'entrepreneuriat, soit à un emploi qui n'a exactement rien à voir avec ce qu'il a appris à l'université. Alors vous êtes pro pour l'emploi en République démocratique du Congo, le type de travail aujourd'hui? Est-ce que vous avez été dans ce secteur? Vous avez une expérience personnelle à partager dans ce secteur? Eh bien, sur ce point-là, moi je pense qu'il y a lieu de rester équilibré parce qu'il y a des personnes, je pense, qui sont de base bons businessmen et d'autres qui ne le seront jamais. Donc, demander à des personnes de nécessairement entreprendre parce qu'ils n'ont pas eu le choix, je ne pense pas que ce soit ça le sens même de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne devrait pas être un secours, mais toujours plutôt une proposition de solution pour améliorer les conditions. C'est dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait un peu ce que l'on a aujourd'hui avec les jeunes. Les uns vendent des vêtements, tout le monde veut vendre des vêtements, parce qu'en réalité, on n'a même pas un besoin auquel on veut répondre, un manque que l'on veut combler, rien. C'est juste, bon, tout le monde vend des habits, alors nous aussi on va vendre des habits, mais ça c'est parce qu'il y a un peu de manque d'encadrement et le manque d'orientation, mais pire encore le manque d'inspiration pour ceux qui veulent s'y lancer, alors qu'il y a beaucoup de besoins autour de nous
qu'un entrepreneur, que je dirais né, peut identifier et décider, auquel il peut décider de répondre en fait. Mais alors, quelle a été la réalité qui vous a le plus choqué dans le monde de travail à laquelle vous n'étiez pas préparé en RDC? Eh bien, pour moi, c'est un peu ce que j'ai dit au début. Pour moi, c'est ce côté où on va se rendre compte que les gens vont à l'université pour, en réalité, finir dans une cabine ou, je sais pas, dans une boutique. C'est beaucoup de temps investi, c'est beaucoup de ressources. Vous le savez, c'est des gros sacrifices pour les parents d'envoyer les enfants à l'université et de se rendre compte que l'on est juste en train de rajouter un jeune qui sera compté dans les stats des chômeurs ou des taux d'emploi, des taux de chômeurs en RDC. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'un problème congolais, c'est un problème africain et même mondial. Mais par-dessus tout, je crois que le plus dur, c'est de voir cette incohérence-là entre la formation reçue à l'université et la pratique sur terrain. C'est-à-dire qu'on a déjà les enseignements qui ne répondent pas de base aux besoins de l'emploi sur le marché. Et l'emploi lui-même, il se fait rare. Et après, les jeunes, ils sont déboussolés en quête d'orientation. Je crois qu'il y a lieu d'y penser et de proposer des solutions qui seront durables pour permettre à ce que l'on puisse pouvoir évoluer, du moins dans les statistiques. Mais alors, que dites-vous alors des allégations de Lydie Omanga, qui, je cite, dit « ce n'est pas le diplôme qui va nous donner une fonction ou un métier, mais votre capacité à faire de la valeur ajoutée ». Eh bien, sur ce point, moi, je pense que elle a raison. Elle a raison, mais et comme vous le dites, il y a lieu de compléter son idée pour que l'on ne puisse pas tomber dans le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'université, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de diplôme, mais c'est qu'au-delà du diplôme, il faudrait se rassurer d'avoir une valeur ajoutée. Il faudrait avoir des compétences, il faudrait avoir de l'expérience qui va permettre à ce que vous puissiez, au-delà du diplôme, pouvoir vous vendre et pouvoir vous maintenir sur le marché de l'emploi, sur la scène professionnelle. Parce que généralement, comme vous le savez, en tant que jeune, nous avons souvent un problème d'expérience. Et lorsque l'on arrive sur le marché de l'emploi, il y a ce gap-là. On a l'impression que soit on n'a pas bien étudié à l'université ou bien qu'on n'a pas bien appris les choses. Oui. Pourtant, ça, ce sont des éléments, par exemple, qui se comblent avec des expériences de bénévolat, de volontariat ou encore, je dirais, des stages professionnels. Et même en termes de stages professionnels aussi, vous vous rendrez compte que les statistiques sont criantes. Très peu d'étudiants, peut-être un peu moins de la moitié, en tout cas, je dirais sur 10 étudiants, moins de 5 ont accès à un stage professionnel. Mais, pourtant, c'est le premier pas. Mais alors, le système LMD vient carrément résoudre la question, parce qu'actuellement, avec le système LMD, c'est à chaque étape qu'il y a presque des stages pour permettre justement que l'étudiant qui sortira de l'université puisse avoir une expérience pratique, parce que c'est vrai, l'enseignement à l'époque en RDC c'était plus théorique. Alors la jeunesse avait du mal à s'adapter quand il s'agissait d'exercer une profession carrément. Oui, je pense que oui, mais pas totalement, parce que là, il s'agit des stages académiques. Et pour les stages académiques, ça reste un accompagnement, merci les universités, qui est plus ou moins possible, où l'étudiant, voilà, il a une lettre de recommandation de son université pour un stage académique qui ne dépasse pas généralement un mois, alors que lorsque l'on parle du stage professionnel, c'est ce stage-là qui, sur une durée, permet à cette personne, normalement le diplômé, de réellement s'imprégner des réalités professionnelles. Et vous serez d'accord avec moi que l'on ne peut pas s'imprégner des réalités du monde professionnel en un mois. Il faut un minimum de 6, mais encore, comme je le disais, les statistiques renseignent qu'en tout cas, c'est moins de 50% des jeunes qui ont accès à ce stage professionnel-là. Et d'où, ici, j'aimerais donner mon expérience personnelle.
que j'aimerais vivement inviter les étudiants à utiliser. En tout cas, pour ceux qui sont encore à l'université, c'est là que c'est pratique. Moi, je me rappelle, le premier job que j'ai eu, j'étais en première année graduat déjà. Comment ça se fait? Je viens d'arriver à l'université au lendemain de la rentrée académique. Je vais lire une annonce sur la RTNC où on nous annonçait que voilà, il y a un recrutement de jeunes diplômés pour une structure de la place, mais qui devait avoir une expérience de 5 ans. Alors j'étais choquée qu'on soit jeune diplômé et qu'on ait en même temps une expérience de 5 ans. Et je me suis toujours dit, mais comment ça se fait? Si je dois être jeune diplômé et avoir l'expérience de 5 ans, ça signifie que je dois avoir mon expérience en sortant de l'université si je veux espérer pouvoir tomber sur ce genre d'opportunité. Et très vite, moi, j'ai commencé à chercher un job. Et à l'époque, je sors fraîchement de l'école secondaire, donc je n'ai pas beaucoup à offrir. Je me rends compte que j'écris bien, grammaticalement parlant, et que voilà, il peut avoir un besoin en termes de correction de texte. C'est avec ça que je vais commencer, comme correctrice de texte pour plusieurs maisons d'édition. Et en même temps, ça me faisait des livres gratuits que je pouvais lire, donc j'avais de la connaissance. Et plus tard, je vais devenir facilitatrice de programme pour une ONG communautaire, vraiment là dans ma commune, où on formait les jeunes en matière de leadership et d'entrepreneuriat. Et ça m'a permis en fait de m'exercer. En même temps que je facilitais une formation, j'apprenais aussi moi-même. Et avec le temps, au bout de 2-3 ans, je suis devenue formatrice moi-même. Et ça m'a ouvert plusieurs portes, ce qui a fait que j'ai été recrutée par d'autres ONG. Et en passant, les premiers jobs là étaient à peine payants. Mais c'est plus facile quand on est à l'université parce qu'on n'a pas de facture à payer. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile pour ceux qui sont encore étudiants de pouvoir l'appliquer, parce que quand on sort de l'université, on a des factures à payer, on doit les 2 bouts du mois à nouer, ça devient très compliqué. C'est difficile pour les universités. Par exemple, je prendrai l'université de Kinshasa où les étudiants étudient presque toute la journée, ça leur prend du matin au soir. Oui, mais le cas de la correction des textes, il m'est arrivé d'être là en train de corriger les textes la nuit ou de me réveiller très tôt à 4 heures pour pouvoir corriger les textes jusqu'à 7 heures. Heureusement que je n'étais pas loin de l'université, je m'apprête, à 8 heures, j'étais au cours. Donc, en même temps, c'est des sacrifices, ce n'est pas offert sur un plateau. Donc, les jeunes qui veulent demain se démarquer peuvent prendre l'exemple. Et comme je dis, il n'y a pas que ça, j'ai été volontaire dans plusieurs organisations au niveau national et plus tard même au niveau régional de l'Afrique de l'Est. Donc, en étant volontaire, sans être payé, j'avais à peine le transport et le crédit. En tout cas, ce n'était pas de l'argent avec lequel tu peux faire un planning. Rien. Tu ne vas rien acheter avec, à part payer ton transport et aller travailler. Ça te fait de l'expérience. Mais j'en suis sortie construite. Construite en tout cas. Mais justement, aujourd'hui, on parle justement de cet appel de la ministre de la Jeunesse pour réfléchir sur les vrais problèmes qui dérangent la jeunesse, pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir cette jeunesse dont vous parlez, assez efficace, assez rodée sur des questions de l'heure, de l'actualité, mais aussi des questions liées à l'entrepreneuriat. Eh bien, je pense que ça reste un appel de la nation, il faut répondre et puis toujours aller dans le sens de proposer des solutions parce que, et même encore, comme je le disais tout à l'heure, les études sont là, les statistiques en parlent assez. Je crois qu'il y a lieu au-delà de réfléchir aux problèmes, proposer des solutions, il y a urgence de passer à l'action. Urgence de passer à l'action, c'est vrai, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, en même temps, on veut parler de la jeunesse, mais on sent également cette dose politique partout. Aujourd'hui, lorsqu'on doit parler du Conseil national de la jeunesse, on sent que même les regards de politique sont là-dedans. Donc il n'y a pas un espace assez équilibré pour permettre aux jeunes de s'exprimer sans couleur politique, permettre aux jeunes également d'intégrer des structures pour leur accompagnement ou pour leur développement aujourd'hui. Et quelle serait l'approche juste pour permettre à ces jeunes, parce qu'on le sait, lorsque ces appels viennent, c'est trop souvent des structures politiques ou encore
ceux qui veulent politiquement politiser la chose, qui y vont rapidement. Est-ce qu'on devrait procéder par des structures de jeunes, des structures qui existent déjà, des leaders, des jeunes qui sont reconnus comme tels, ou encore des structures par structure ou regroupement? Eh bien, pour répondre à votre question, je pense que la réponse se trouve dans l'essence même du Conseil national de la jeunesse. Comme structure fêtière, il faut partir des textes qui le régissent et qui le créent. Je vais répondre en donnant l'exemple de ce que j'ai vécu parce que j'ai eu quand même l'opportunité de visiter différents pays africains où les conseils nationaux de jeunesse existent. Vous allez vous rendre compte que, voilà, au Congo, excusez-moi, on fait beaucoup de choses à l'envers et la politique s'en mêle et puis à un moment, ça devient compliqué. Et comme vous le dites, hein, pour des jeunes qui veulent rester sans couleur politique, c'est très compliqué. Dans mon cas, par exemple, voilà, je reste indépendante et cette indépendance, il arrive que ça ne plaise pas à certaines personnes. Pourtant, il est de notre devoir, comme je le dis toujours, d'avoir un engagement citoyen, mais on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un engagement politique. Et on est dans un contexte qui malheureusement mêle les choses. Entre l'engagement citoyen et l'engagement politique, il n'y a qu'un pas, pourtant non. Il y a un grand écart et c'est pour ça qu'il y a lieu de faire cette formation patriotique. Je pense que la question de l'éveil patriotique, elle a vraiment sa place parce qu'on doit savoir qui fait quoi, pourquoi. Et la seule réponse doit être tout ce que nous faisons, c'est pour la nation congolaise. Dès l'instant où le Congo, notre pays, sera gagnant dans chacune de nos démarches, je pense que même la dose de la couleur politique sera vraiment diluée. Peut-être pas exterminée, mais du moins diluée parce qu'on pourra mettre en avant la nation congolaise, le bonheur et l'évolution, le développement des populations selon le nombre et ne pas regarder qu'aux intérêts privés et personnels parce que c'est ce qui gangrène en fait la jeunesse congolaise. Puisque Maniela a un message aux jeunes, puisque vous êtes leader de jeunes. Eh bien, aux jeunes, j'aimerais nous inviter à de la résilience parce que notre contexte ne le favorise peut-être pas. Nous avons des problèmes à l'Est, nous avons des problèmes au Nord, au Sud, nous avons des problèmes partout. Mais je nous invite à de la résilience et cette résilience, elle vient de la conscience. La conscience de qui nous sommes l'espoir de cette nation, nous sommes la seule force que possède cette nation. Nous sommes en train de nous construire sur les différents plans, sur le plan militaire, sur le plan économique, mais la seule force véritable que la RDC a, c'est nous. Notre force, notre vigueur, notre vivacité. Alors je nous en prie, chers jeunes, prenons le temps de penser au Congo, de penser le Congo dès le matin lorsque nous nous réveillons. Pensons à cet hymne national. Lorsque l'on dit debout congolais, lorsque l'on dit nous peuplerons ton sol et que nous assurerons ta grandeur, est-ce que nous pouvons vraiment penser cet hymne, le vivre au quotidien et nous donner pour objectif de travailler sans relâche pour que plus jamais le Congo ne puisse baisser son visage? Prisca Maniela, je vous dis grand merci. Des ambitions autres après le Conseil national de la jeunesse? Eh bien, parler d'ambition peut-être pas, mais de mission. La mission, elle reste la même. Éclairer la jeunesse, servir la nation congolaise. Et ça, nous n'allons pas arrêter de le faire. Grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes leader de jeunes et avec vous, on a évoqué les questions liées à l'emploi. Est-ce que l'université a sa place aujourd'hui au regard des différents métiers qui s'imposent sur terrain? Grand merci à vous et surtout grand merci à tous nos téléspectateurs. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Nous allons nous retrouver très prochainement dans quelques instants. Vous allez retrouver encore grâce à Lambocha Kongalula pour la grande édition du journal.